Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dont l'objectif est d'aider les entreprises à mieux maîtriser leurs projets en matière de transformation d'espace, technique et organisationnel. Ce webinaire vous proposera des repères pratiques qui visent à intégrer des éléments de méthode, de démarche dans les projets de conception des lieux et des situations de travail. Nous vous remercions de vous y être inscrits nombreux et d'avoir posé un certain nombre de questions. Nous avons fait en sorte d'y répondre en les intégrant aux points traités dans la présentation. Certaines questions feront l'objet d'un traitement spécifique en fin de webinaire. Je me présente, Eric Lierman, je suis ergonome et expert d'assistance conseil à l'INRS Paris sur le domaine de la conception des lieux et des situations de travail, que l'on nomme également CLST. Ce webinaire se développe en 5 parties. Une première partie qui porte sur les projets de conception, leur contexte et leurs enjeux. Une deuxième partie qui porte sur des éléments de démarche et de méthode. Une troisième partie qui vous proposera des outils qui visent à faciliter votre passage à l'action. Enfin, quelques questions que vous nous avez posées et pour lesquelles nous essaierons de répondre au mieux. Et enfin, des éléments de ressources sur ce sujet que vous pourrez retrouver au niveau du site de l'INRS. Première partie qui porte donc sur les enjeux et le contexte. Un projet de conception, c'est un investissement, une opportunité pour une entreprise. C'est souvent un moment essentiel dans la vie de l'entreprise, en particulier pour les TPE-PME, pour lequel un projet de cet ordre-là n'arrive qu'une seule fois dans la vie de l'entreprise. Un projet de conception est souvent aussi un investissement financier important qui s'inscrit dans la durée pour une entreprise. C'est aussi un projet de changement propice à l'innovation et à la créativité pour lequel l'entreprise doit prendre son temps de réfléchir en termes d'évolution. Ce sont aussi des choix à instruire qui vont avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise à différents niveaux. Enfin, ça constitue également une opportunité pour adapter son outil de travail à différents enjeux que nous allons développer par ailleurs. Le projet de conception est donc constitué de multiples enjeux. Premier niveau d'enjeu, des enjeux humains, où bien sûr nous allons y retrouver des éléments touchant à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration des conditions de travail, mais également des éléments qui touchent au développement des compétences, avec des éléments de stratégie individuelle et aussi des enjeux qui touchent au collectif de travail. Deuxième type d'enjeu, des enjeux économiques. Ce sont souvent des enjeux essentiels pour les entreprises, où il est question de pouvoir maîtriser ses coûts d'exploitation, mais également se jouent à ce niveau-là, dans les projets de conception, des éléments qui touchent aux évolutions et au développement de l'entreprise d'un point de vue économique, voire qui touchent à l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise auprès de ses clients. Troisième niveau d'enjeu, des enjeux juridiques, qui constituent une base essentielle à partir desquels les projets doivent se développer. On doit y répondre dans ces enjeux juridiques sur des éléments qui touchent à des éléments de conformité réglementaire, de conformité aux normes et aux recommandations. Ces enjeux juridiques sont une base à partir desquels il faut penser les projets, mais ne sont pas suffisants. Il va falloir dépasser ces enjeux pour aller plus loin au niveau du projet. Dernière série d'enjeux, des enjeux environnementaux. Ces enjeux sont de plus en plus prégnants aujourd'hui dans notre société, avec effectivement, par exemple, les évolutions en matière climatique. Donc, de plus en plus dans les projets de construction et d'évolution des situations de travail, vous avez des enjeux d'économie d'énergie qui arrivent, des enjeux de réduction des déchets, de renouvellement de nouvelles sources d'énergie qu'il va falloir intégrer à la réflexion en matière de conception des lieux de travail. Au final, un projet de conception réussi sera nécessairement un compromis entre l'ensemble de ces enjeux présents et qu'il faudra travailler pour arriver à aboutir à un projet efficient et pertinent. Pourquoi faire de la prévention dès la conception ? Il existe un cadre réglementaire qui rappelle effectivement l'existence d'un certain nombre de principes généraux de prévention à partir desquels il est essentiel de réfléchir en matière de conception. Ces éléments rappellent 9 principes, dont 2 sont essentiels du point de vue de la conception des lieux de travail.
Le premier vise à combattre les risques à la source. Il s'agit d'intégrer la prévention le plus en amont possible dès la conception des lieux de travail. Le deuxième principe est d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Abordons maintenant la question de la démarche et des méthodes associées au projet de conception de situation de travail. Un projet de conception doit intégrer la santé et la sécurité au travail à partir de différents objectifs. Prendre en compte l'activité réelle de travail, anticiper les futures situations de travail et les risques associés, au final, supprimer les risques dès la conception. Et ce, à 2 niveaux, au moment de la réalisation du chantier, c'est-à-dire pendant les phases de travaux, où les enjeux sont essentiellement en matière de risque d'exposition des personnes qui sont amenées à construire l'édifice. Et l'objectif touche aussi les interventions ultérieures et l'activité future qui y sera développée. Un projet de conception s'appuie sur 4 principes fondamentaux. Agir en amont des projets, garantir une vision globale, s'appuyer sur une démarche participative et mettre en place un processus itératif. Premier principe donc, agir en amont des projets. La volonté d'agir en amont est une des clés de réussite des projets de transformation de l'espace. Cette volonté d'agir est cependant traversée par un double paradoxe qu'il s'agit de gérer. Effectivement, au cours du projet, du déroulement et au fur et à mesure que vous franchissez les étapes de la conception, puis de la réalisation et enfin de réception des travaux, votre niveau de connaissance du projet augmente. Vous arrivez de plus en plus à définir ce qui va être votre futur local, car vous précisez de plus en plus les choix retenus. Par contre, votre capacité à agir sur le projet diminue. Vos marges de manœuvre se réduisent, car des choix sont faits sur lesquels il est de plus en plus difficile de revenir. L'enjeu est donc d'agir de plus en amont des phases de conception du projet, où les marges de manœuvre sont les plus nombreuses. Cela nécessite d'instruire de façon efficace des choix qui s'appuient sur une analyse fine du besoin dans ces phases amont de conception en y intégrant le bon niveau de connaissance de l'activité future probable. De même, au cours du déroulement du projet, le nombre d'alternatives de conception se réduit au profit de la connaissance du projet. Mais les coûts associés au changement et engendrés par les réorientations des choix du projet augmentent fortement. L'enjeu est donc d'agir de plus en amont des phases de conception du projet afin de limiter les coûts associés aux actions correctives tardives. En résumé, plus le projet est engagé, plus vous disposez de connaissances, mais plus vos marges de manœuvre se réduisent et plus les coûts de transformation augmentent. Dit autrement, c'est plus facile de passer un coup de gomme sur un plan que de casser un mur. Deuxième principe fondamental, garantir une vision globale. Le fait de garantir une vision globale dans un projet de conception d'espace consiste à mobiliser les compétences adéquates permettant la prise en compte de l'ensemble des composantes de ce projet. Ainsi, par exemple, pour la conception d'un avion, différentes logiques coexistent et se confrontent. Elles comportent leurs propres enjeux. Pour les pilotes, ceux-ci souhaitent essentiellement avant tout avoir un poste de pilotage digne de ce nom qui leur permette de piloter au mieux l'avion dans des conditions de sécurité de haut niveau et dans des conditions de confort les plus satisfaisantes pour eux-mêmes. Pour un service commercial, il va souhaiter essentiellement développer une offre de services qualitative qui va leur permettre de se différencier de la concurrence. Les services financiers, eux, vont plutôt essayer de développer, à optimiser au maximum un prix de revient, donc de maximiser un chiffre d'affaires, et qui passe souvent par une optimisation du chargement des avions. Le service au sol, eux, veulent, dans la mesure du possible, essayer de faciliter les conditions d'intervention sur les avions et donc limiter les temps d'intervention et leur organisation. Quant à eux, les ingénieurs rêvent d'un avion dont la performance mécanique est optimale. Et enfin, les aéroports
s'ils pouvaient obtenir des avions dont le décollage s'effectuait à la verticale comme des hélicoptères, ça leur faciliterait la tâche d'entretien des infrastructures et de gestion de leur disponibilité. Le projet idéal de l'avion, c'est certainement un compromis entre toutes ces logiques. Dans un projet de conception d'espace, il est donc essentiel de concilier les différentes logiques en présence, santé, sécurité, performance, finance, réglementation, d'intégrer les différents points de vue et les enjeux pas toujours convergents entre ces différentes logiques, et de créer les conditions nécessaires pour élaborer un projet sur la base d'objectifs partagés autour d'une vision globale. Les décisions finales reviennent à la maîtrise d'ouvrage, qui doivent pouvoir arbitrer tout au long du projet au regard de l'ensemble des points de vue en présence. Dans cette construction, il est essentiel de s'assurer que le point de vue de la prévention des risques professionnels et celui de l'usage futur y soient intégrés pour aboutir à de futures conditions de travail adaptées. Troisième principe fondamental, s'appuyer sur une démarche participative. Le fait de s'appuyer sur une démarche participative nécessite de s'assurer de la présence coordonnée d'un certain nombre d'acteurs dans la conduite de projets de conception. On en distingue trois grandes catégories. La maîtrise d'ouvrage, ou MOA, qui se confond généralement avec l'employeur dans le cadre des TPE-PME. C'est le porteur de projet, il fixe les orientations, tranche les choix finaux et décide des investissements. Il a pour mission de coordonner le projet et les différents acteurs en présence. Deuxième type d'acteur, la maîtrise d'œuvre, ou qu'on appelle également MOE. C'est le porteur technique du projet. Il conduit des études de conception, il est force de proposition quant aux solutions à mettre en œuvre et en garantit l'efficience au regard des contraintes et des moyens associés. Dans ce type d'acteurs, on y retrouve effectivement les architectes et les bureaux d'études. Enfin, troisième catégorie d'acteurs, la maîtrise d'usage. C'est un acteur qui était jusqu'à présent peu identifié dans les projets de conception, mais dont on retrouve maintenant de plus en plus la présence formalisée. C'est le porteur du point de vue du travail, de l'activité. Il est constitué généralement par des représentants des différents métiers de l'entreprise. Son rôle est en s'appuyant sur son expertise de l'activité, de participer aux différentes phases d'élaboration et de validation des solutions. Par ailleurs, sa présence aux différentes étapes va permettre l'appropriation du projet par l'ensemble des salariés. Enfin, l'apport d'un certain nombre d'intervenants extérieurs en position d'assistance maîtrise d'ouvrage peut utilement aider à conduire le projet et à l'enrichir dans ses différentes phases. Dans cette catégorie d'acteurs, nous y retrouvons par exemple les programmistes qui interviennent au moment de la phase programme ou les ergonomes qui interviennent à la facilitation de l'intégration du point de vue sur l'activité. À noter le rôle particulier du coordonnateur de santé, prévention, sécurité, dit CSPS, qui interviendra dans l'accompagnement du projet en phase de conception et de travaux, et au-delà, vis-à-vis des interventions ultérieures sur les ouvrages. S'appuyer sur une démarche participative requiert de même à mettre en place une conduite de projet structurée pour permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés que nous venons de voir et qui permettent aussi de définir et de caractériser leur rôle, leur mission et leurs limites de responsabilité. La forme concrète de cette conduite de projet va dépendre de la taille de l'entreprise, de son fonctionnement, de l'importance du projet à mener. Cette organisation s'appuie généralement sur un comité de pilotage, instance de coordination, de prise de décision et d'arbitrage qui assure les limites fixées par la maîtrise d'ouvrage ou le chef d'entreprise dans la gestion technique et économique du projet. C'est à ce niveau que sont associées les structures représentatives du personnel dans l'accompagnement du projet. Deuxième type de structure, un groupe de suivi du projet. C'est une instance qui assure la cohérence globale par rapport aux différentes disciplines mobilisées dans le projet, ingénierie, qualité, service, sécurité, environnement, préventeur, généralement en lien direct avec le concepteur. Enfin, un ou plusieurs structures de groupes de travail, porteurs du point de vue du travail réel, avec des représentants de chaque métier. Ces groupes n'ont pas pour vocation et n'ont pas un rôle décisionnel, mais un rôle d'instruction
et dans les choix de conception au regard des besoins relatifs à l'usage. L'animation de ces groupes doit être rigoureuse afin que la sollicitation des salariés soit utile, c'est-à-dire en particulier que leur périmètre d'action sur le projet et les possibilités réelles de modification soient clairement définies auprès d'eux-mêmes. Quatrième principe fondamental, mettre en place un processus itératif. Cela consiste à avoir des échanges réguliers tout au long du projet entre le maître d'ouvrage et le concepteur pour vérifier la correspondance des plans avec les besoins exprimés. Cette itération doit être réalisée à chaque modification de plan, changement structurel, déplacement ou ajout d'équipement, précision au niveau de détail. Le double enjeu de ces allers-retours est d'une part de donner des éléments au bon moment au concepteur et d'autre part d'assurer tout au long du projet que l'avancement et les ajustements ne dégradent pas la réponse aux exigences formulées et attendues au départ. En guise de synthèse, concernant les principes fondamentaux structurants de la démarche de conception de lieu de travail, il est possible de retenir les points suivants. Les conditions de travail futures sont déterminées en grande partie par les choix dans les phases amont de conception. En conséquence, plus on prend en compte les conditions de travail futures tôt dans le projet, plus les solutions sont adaptées et moins elles sont coûteuses. Il est indispensable de repérer en amont des projets de conception et d'alerter les acteurs en charge de la prévention des risques professionnels sur l'opportunité d'améliorer durablement les conduites de projet et de supprimer les risques à la source. Deuxième point, l'analyse des situations de travail du point de vue du travail réel constitue un apport essentiel en phase de conception. Elle permet d'alimenter un programme de conception, qu'on appelle également cahier des charges, pour permettre aux concepteurs de mieux comprendre les besoins nécessaires à la réalisation du travail, de recenser des situations de travail à tester selon les choix de conception, ce qu'on appelle également situation de référence ou situation d'action caractéristique, et de savoir quels repères techniques et réglementaires appliquer au niveau du projet. Dernier point, la structuration de la conduite du projet est indispensable à sa réussite. Elle permet d'intégrer la question de la prévention des risques professionnels avec tous les acteurs concernés et de discuter du travail et de ses conditions de réalisation en les projetant dans un futur à construire. Nous terminerons cette partie de présentation autour de la démarche de conception par un focus sur les points de vigilance à avoir aux différentes phases du projet afin de garantir une bonne intégration des dimensions touchant à la prévention des risques professionnels. En amont du projet, il s'agit de s'assurer que l'entreprise maîtrise son évaluation des risques professionnels, en particulier dans la prise en compte de la réalité des situations de travail existantes et futures au sein de son document unique d'évaluation des risques qu'on appelle également DUER. C'est également au moment de la première étape de définition des besoins, à l'étape de programmation. Il s'agit dans cette étape d'amener le chef d'entreprise à intégrer la prévention des risques professionnels dans la structuration de son projet, c'est-à-dire de lui faire préciser ses intentions et ses objectifs en la matière, d'interroger le projet au regard de la prévention des risques professionnels et d'aider à évaluer en quoi le projet permet d'atteindre les objectifs de prévention des risques professionnels. Autre étape importante, au moment du passage à la phase de conception elle-même, il s'agit à ce niveau d'aider l'entreprise à intégrer son plan d'action en matière de prévention des risques professionnels, issu du DUER, dans la définition des choix de conception qui vont être retenus. Au cours des phases de conception, on s'attachera à aider l'entreprise et le concepteur à penser les futures conditions de travail pour les interventions ultérieures sur les ouvrages. En phase de réalisation, au moment du chantier, au cours des phases de travaux, il s'agit d'inviter l'entreprise à gérer les risques spécifiques liés au chantier. Enfin, à l'issue des travaux et après la réception des travaux, il s'agit d'inciter l'entreprise à engager un processus de réévaluation de ces risques afin d'estimer si les choix de conception permettant une meilleure gestion des risques ou s'il est nécessaire d'ajuster encore les choix retenus. La partie suivante du webinaire est consacrée à la présentation de deux outils élaborés par l'INRS et le réseau prévention destinés à nourrir et faciliter l'accompagnement des projets de conception des lieux de travail.
Ces outils ont été spécifiquement conçus à l'intention des TPE-PME et des intervenants qui sont amenés à les accompagner dans leurs projets. Le premier outil correspond à une brochure. Il s'agit de l'ED 6096, intitulée « Création de lieux de travail et prévention, 10 points clés pour un projet réussi ». Comme tous les produits d'édition de l'INRS, cette brochure est accessible en version papier auprès de votre CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, et est téléchargeable librement sur le site de l'INRS au format électronique. Cette brochure est destinée à apporter des réponses simples et abordables aux TPE-PME qui ont un projet de construction ou de restructuration de lieu de travail. Présenter le cadre méthodologique de la démarche, à la fois les enjeux, les acteurs, les étapes, proposer des repères pratiques autour de 10 thèmes essentiels pour la prévention des risques professionnels à intégrer au projet de conception et mettre à disposition un outil pédagogique adapté pour faciliter l'échange avec le maître d'ouvrage. Pour son édition papier, la brochure se présente sous la forme d'un dépliant et permet de présenter tous les points de façon ramassée en facilitant les échanges lors de sa présentation. Une première partie de cette brochure est destinée à présenter de façon synthétique les principaux éléments de démarche et de méthode nécessaires pour se situer et s'inscrire dans un projet de conception ou de rénovation d'espace de travail. Il s'agit des éléments que je vous ai présentés lors de la première partie de ce webinaire. En l'occurrence, les enjeux associés à un projet de conception, les rôles et les missions des principaux acteurs d'un projet de conception, le maître d'ouvrage et de l'employeur, le maître d'œuvre et les usagers ou utilisateurs. Les principes fondamentaux d'une conduite de projet de conception, les 4 principes fondamentaux que nous avons présentés au préalable, les étapes d'un projet de conception intégrant les objectifs de prévention associés à chacune de ces étapes et les documents produits au cours de ces différentes étapes. Une deuxième partie de cette brochure est destinée à présenter de façon synthétique les 10 points clés pour un projet réussi. Ces 10 points clés ont été retenus sur la base d'un retour d'expérience du réseau prévention dans l'accompagnement d'un nombre important de projets de conception. Ce retour d'expérience a permis d'identifier les problématiques les plus souvent oubliées ou sous-évaluées dans ce type de projet et de proposer une approche globale de ces points en matière de prévention des risques professionnels. Ce n'est pas parce que certains points n'ont pas été retenus dans les 10 points clés qu'ils ne doivent pas constituer un point important pour un projet. Il reste essentiel que chaque entreprise réfléchisse à sa propre situation en fonction de son activité. Pour chacun des 10 points clés sont regroupées des informations destinées à répondre aux questions suivantes. Quels sont mes objectifs en la matière ? Comment y répondre en proposant des repères techniques, quelques bonnes pratiques de conception et des points de vigilance. Listons les objectifs essentiels en matière de prévention des risques professionnels pour les 10 points clés en conception. Concernant l'organisation des espaces de travail, il s'agit d'aménager des espaces de travail en optimisant les flux. Pour les circulations, éviter les risques de collision entre les engins et les piétons, de chute de plein pied et de pénibilité liée au déplacement. Pour la maintenance, concevoir des locaux qui garantissent des conditions d'intervention en sécurité pour les opérateurs de maintenance, d'entretien et de nettoyage. Assurer un éclairage adapté au travail et aux circulations en garantissant en particulier de la lumière naturelle et une vue sur l'extérieur à hauteur des yeux pour l'ensemble des postes de travail. Assurer une qualité d'air et un confort thermique pour les utilisateurs des locaux. Réduire les nuisances sonores dans les locaux de travail. Réduire les manutentions manuelles et les contraintes au poste de travail. Prévenir les risques liés au stockage de produits chimiques et à la gestion des déchets pour protéger les personnes, l'environnement et les installations. Éviter le risque d'incendie et limiter les effets sur les personnes et les locaux. Enfin, mettre à disposition des installations sanitaires, des locaux sociaux, de restauration, de détente et de premiers soins pour les salariés de l'ensemble de l'entreprise. Nous vous proposons de faire un focus sur un des points clés, le point concernant les circulations. Les objectifs concernant les circulations sont d'éviter les risques de collision entre les engins et les piétons, d'éviter les risques de chute de plein-pied et la fatigue liée au déplacement. Comment faire pour atteindre cet objectif ?
Différentes solutions pratiques, repères techniques et principes généraux peuvent être intégrés. Premier principe, séparer les flux piétons des zones de circulation d'engins ou de véhicules. Deuxième principe, limiter les distances de déplacement. Troisième principe, éviter les croisements de flux. Quatrième principe, faciliter les manœuvres de mise à quai, en particulier liées au sens de circulation des véhicules. Éviter les dénivellations et éliminer les obstacles. Mettre en place une signalétique horizontale et verticale pour indiquer le sens de circulation et l'ensemble des indications concernant les circulations. Choisir des revêtements de sol non glissants, nettoyables et durables, adaptés à l'activité. L'objectif est donc de recenser quelques bonnes pratiques essentielles et sur certains thèmes à intégrer dans son questionnement au cours des étapes préalables du projet. Le deuxième outil retenu pour ce webinaire est une solution logicielle développée par l'INRS dénommée Mavimplan, qui est également accessible sur Internet. Mavimplan est une application qui permet d'imaginer un projet de conception ou d'aménagement d'un local de travail. Il aide à définir le meilleur scénario d'implantation qui permette de travailler dans de meilleures conditions, mais aussi d'optimiser l'organisation du travail. Pour cela, il permet la construction interactive d'une maquette virtuelle en 3 dimensions. Pour imaginer son projet, tout en étant guidé dans sa conception, il offre la possibilité de combiner des exigences de production et de prévention. Il permet de faciliter, en particulier grâce aux outils de partage de projets et aux moyens d'édition de rapports qui constituent une base de cahier des charges du projet. Enfin, il permet de travailler par itération en revenant sur des choix antérieurs tout en gardant les objectifs initiaux. Mavimplan est un outil de partage pour échanger entre le chef d'entreprise, les salariés, les préventeurs, la maîtrise d'œuvre et plus généralement tous les acteurs du projet. Il vise en particulier 3 publics cibles. Les chefs d'entreprise ou responsables de projet qui envisagent de concevoir, modifier un local de travail. Il s'adresse en particulier aux TPE-PME. Les personnes qui accompagnent les projets d'aménagement ou de conception de locaux, par exemple les ergonomes, les consultants, les chargés de prévention. Enfin, les formateurs qui interviennent en formation professionnelle dans différents cadres. Mavimplan est une application déclinée par métier. Chaque application sectorielle a été développée avec des partenaires professionnels. Plusieurs applications métiers sont disponibles. La première concerne l'entretien-réparation automobile. La deuxième, la boulangerie-pâtisserie. La troisième, l'hôtel-café-restaurant. La quatrième, la logistique. Depuis la nouvelle version de Mavimplan en 2021, 2 autres secteurs sont venus se rajouter en 2022, le travail de bureau et le mareyage. Actuellement, 2 autres secteurs sont en cours de développement, les ateliers bois et le secteur de l'accueil petite enfance. Mavimplan est un outil totalement web qui offre un accès libre et sécurisé, à partir d'un ordinateur, d'une tablette, voire d'un téléphone portable, et est compatible avec les environnements Windows et Mac. Il s'ouvre avec tous les navigateurs Internet du marché. Les projets ne sont pas stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur, mais sur un serveur, ce qui permet d'y accéder depuis n'importe où et de partager son accès avec d'autres utilisateurs. Mavimplan est constitué de 3 parties. Des pages d'information propres à chaque métier, reprenant les bonnes pratiques de la profession, mais aussi des informations générales de prévention et d'autres du secteur d'activité. Une deuxième partie, qui est une page de gestion de projet, qui regroupe l'ensemble des versions du projet réalisées par l'utilisateur. Enfin, l'outil de maquettage lui-même, qui permet de créer des bâtiments, d'y implanter des équipements, de définir et d'organiser des espaces de travail, d'organiser des processus de traitement, de définir des voies de circulation. Le tout est accessible à une adresse unique, quels que soient les secteurs d'activité. Pour aller plus loin dans l'utilisation de Mavimplan, vous trouverez toutes les ressources nécessaires à sa prise en main sur le site internet de l'INRS. Vous trouverez en particulier un mode d'emploi, des tutoriels divers et variés, une fiche pratique accessible dans la revue Hygiène et sécurité du travail. Enfin, un webinaire dédié, accessible depuis la page d'accueil de Mavimplan ou sur la chaîne YouTube de l'INRS.
Pour synthétiser cette partie concernant les outils disponibles, il est intéressant de noter que les deux outils présentés permettent de couvrir les différentes étapes essentielles d'un projet de conception. En partant des étapes amont d'études de faisabilité, où la brochure ED 6096 vous permet de définir vos besoins, en passant par l'étape centrale de programmation, où le logiciel Mavenplan vous aide à structurer votre programme, votre cahier des charges, jusqu'à l'étape de conception elle-même, où le logiciel Mavenplan peut être utilisé dans des séances liées à la simulation et au test des choix de conception. J'espère que cette présentation aura répondu déjà à un certain nombre de questions que vous nous avez posées. Nous en avons retenu certaines pour lesquelles nous allons essayer de répondre de manière un peu plus précise. Première question, faut-il faire une distinction entre projet de conception et projet de rénovation ? Un projet de conception se distingue d'un projet de rénovation par le fait qu'il peut avoir des étapes supplémentaires, par exemple le dépôt d'un permis de construire pour un nouveau bâtiment. Un projet de rénovation étant plutôt effectivement une reprise dans un bâtiment existant, par exemple. Donc en ça, effectivement, il y a des étapes qui peuvent se différencier. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans un projet de conception ou un projet de rénovation, nous allons franchir des étapes relativement identiques. Une première étape qui vise à faire un état des lieux, donc à évaluer le besoin en matière de transformation. Une deuxième étape qui va formaliser ce besoin au travers d'un document qui est un cahier des charges, le programme, puis des étapes de conception et des étapes de réalisation. Donc globalement, entre un projet de conception et un projet de rénovation, nous mettons en œuvre la même démarche avec les mêmes étapes. Deuxième question, les instances représentatives du personnel ont-elles un rôle spécifique à jouer dans un projet de conception de lieu de travail ? Il est tout à fait prévu qu'effectivement ces instances soient consultées au niveau de tout projet de transformation de situation de travail. C'est même une obligation prévue par le Code du travail. Malheureusement, ces étapes de consultation ont lieu souvent très en aval des projets, à partir du moment où toutes les décisions importantes ont été réalisées. Et donc, la consultation reste une consultation formelle qui ne permet pas, en fin de compte, aux instances de pouvoir intervenir véritablement sur le décours et sur les choix des projets. Donc l'avis est rendu, mais un avis trop tardif par rapport aux capacités de modification du projet. Donc il est essentiel, en fin de compte, d'associer, en plus de cette consultation formelle, les instances aux étapes amont du projet, dans la construction, et donc de les associer dans les étapes d'élaboration et de construction du projet en amont. Troisième question, le cahier des charges est-il une pièce indispensable pour un projet de conception ? Donc nous avons vu que le cahier des charges, qu'on appelle également programme architectural, est une pièce effectivement essentielle. Elle n'est pas obligatoire, mais essentielle dans le sens où c'est une pièce qui permet au chef d'entreprise, au maître d'ouvrage, de définir son besoin, d'expliciter exactement ses souhaits vis-à-vis du concepteur. Donc il est essentiel effectivement de construire et d'élaborer ce document au préalable avant de le transmettre au concepteur. Et l'autre point essentiel vis-à-vis de cette pièce-là, c'est qu'elle peut devenir une pièce contractuelle vis-à-vis desquelles le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre peuvent se référer pour faire un état des lieux au moment de la réception des travaux, pour voir si les choix du projet ont bien été respectés vis-à-vis de ce cahier des charges. Pour clore ce webinaire, nous vous proposons un rapide tour d'horizon sur les ressources proposées par l'INRS que vous pouvez trouver en plus sur le sujet. Une première ressource concerne le site internet de l'INRS, dans lequel vous trouverez un dossier thématique sur la démarche de prévention intégrée à la conception des lieux et des situations de travail. Ce dossier constitue une porte d'entrée pour retrouver l'ensemble des ressources utiles sur la CLST. Deuxième série de ressources, des brochures fondamentales. Vous retrouverez le D6096 que nous avons décrit précédemment et d'autres brochures qui vous détaillent de manière plus forte l'ensemble des démarches, méthodes et concepts associés à la conception des lieux et des situations de travail. Enfin, des brochures sectorielles sur différents secteurs d'activité pour lesquels vous trouverez des éléments d'information supplémentaires qui pourront peut-être vous aider dans l'accompagnement de vos projets.
Enfin, si des questions subsistent, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos brochures sur le site de l'INRS et poser vos questions dans la rubrique dédiée à cet effet. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons qu'il vous aidera à mieux conduire vos projets actuels et futurs en matière de conception de lieux et de situations de travail. Vous retrouverez ce webinaire en ligne d'ici quelques jours sur le site de l'INRS ou sur la chaîne YouTube de l'INRS. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.